Bien, donc l'application qu'on va créer, comme je disais, donc c'est une application en principe dans laquelle on va gérer donc créer une application réactive basée sur Spring Web Flux. On a un serveur de base de données, MongoDB, qui contient des données relatives à des sociétés cotées en bourse. On va supposer que sur la base de données MongoDB, donc DB Bourse, il y a deux collections. Il y a la collection société dans laquelle on va stocker des sociétés. Alors chaque société est définie donc par son ID, par le nom, le prix de l'action, si vous voulez, actuel. Et après, il y a des transactions. Chaque transaction est caractérisée par la date de la transaction, la quantité d'actions échangées et après le prix, avec quel prix. Et ici, donc, on va utiliser une association unidirectionnelle, c'est-à-dire une transaction concerne une société. Une société peut avoir plusieurs transactions. Et une transaction concerne une société. Donc, on va utiliser donc, deux collections séparées. Donc, on ne va pas utiliser donc, des documents imbriqués. Du coup, donc, on va utiliser donc, des BRF. Donc, on fait référence vers les sociétés. On ne va pas cette fois-ci utiliser une association bidirectionnelle. La dernière fois, si vous vous rappelez, on a utilisé une association qui est bidirectionnelle. Cette fois-ci, on va utiliser unidirectionnelle. Et après, comme ça, on va voir comment, par exemple, on pourrait récupérer les transactions d'une société donc, au niveau de la PRS. Donc ça va vous faire un complément par rapport à ce qu'on a fait la dernière fois. Donc, on a une base de données. Une base de données, donc MongoDB. Donc, on va créer une application basée sur Spring Web Flux. Alors, par défaut, il va utiliser donc Netty comme conteneur web. Donc, on va créer les documents société et transactions. Après, donc, on va utiliser donc, les interfaces repository. Cette fois-ci, on va utiliser donc, c'est Reactive Mongo Repository. Donc, on va utiliser Spring Data. Mais vous voyez donc ici, donc, si vous utilisez Spring Data, il faut utiliser la version réactive de Spring Data. Et là, il faut bien comprendre une chose parce que quand même, Spring a dû faire beaucoup de choses pour en arriver là. C'est-à-dire pour créer la version réactive de Spring, il fallait retaper pratiquement tous les modules de Spring en mode réactif, en utilisant les entrées-sorties non bloquantes. Ça veut dire qu'il fallait attendre la version Spring Data réactive, il fallait attendre la version, il y a également la version Spring Sécurité réactive, Spring Cloud, tout ce qui concerne les modules de Spring Cloud version réactive, Spring Boot, etc. Donc vous avez pratiquement tout ce qui est, si vous travaillez avec la programmation réactive Spring Web Flux, c'est que vous allez utiliser tous les modules de Spring version réactive. Ça, c'est important. Alors, ça veut dire que pour nous, donc, on va utiliser donc, cette fois-ci Spring Data, Reactive Spring Data. Alors, donc, on va utiliser donc, Reactive Spring Data et après même le driver. Ça, c'est important. Pour l'accès à la base de données, c'est toujours MongoDB. Mais sauf que cette fois-ci, on va utiliser un driver qui est réactif. C'est-à-dire qu'on ne va plus utiliser donc, le mode bloquant, c'est le mode réactif. Alors, pour MongoDB, il n'y a pas de problème. Vous avez donc, en tout cas pour Cassandra, MongoDB, CouchDB, tout ça, donc les bases de données, NoSQL, donc il y a les drivers réactifs qui sont inclus dans les dépendances de Spring, ils sont développés. Mais pour les bases de données SQL, en fait, les bases de données SQL, il fallait attendre en principe la version réactive de GDBC. Parce qu'en fait, jusqu'à présent dans Java, GDBC, c'est pour accéder aux bases de données relationnelles. Mais GDBC, il est impératif, c'est bloquant. Il utilise des entrées-sorties qui sont bloquantes. Donc il fallait que Java inclue une version réactive de GDBC. En principe, c'est quelque chose qui devrait se faire à partir de la version 9, pratiquement. Donc, c'est-à-dire on s'attend que la version de Spring Data, donc plutôt GDBC réactive, donc soit inclus.
En fait, à partir déjà de Spring 9, c'est que Oracle a inclus donc en principe une implémentation de Reactive Streams. Donc, c'est-à-dire c'est que la programmation réactive il peut être effectuée en mode natif. Quelque chose qui a été encore retouché dans la version 10, la version 11 maintenant, il faut regarder un peu ce qui s'est passé. Mais en tout cas, ça fait maintenant une année, c'est pratiquement même pour les bases de données SQL comme MySQL, comme PostgreSQL, donc on dispose des drivers réactifs. Donc ça veut dire que on peut toujours pratiquement utiliser n'importe quelle base de données. Ça ne sert à rien de faire de la programmation réactive. Et vous arrivez à un point de votre application et vous utilisez une API bloquante. Si vous faites du réactif, il faut le faire de bout en bout. C'est-à-dire, déjà côté client, il est déjà réactif parce que vous travaillez avec Angular ou Ionic, c'est réactif. Côté back-end, ça doit être réactif là, réactif, l'accès aux données réactif, l'accès aux services distants réactif. Donc, il faudrait que votre chaîne de préférence, que ça soit réactif de bout en bout. Ben, il dit que donc, à chaque fois que vous utilisez un module, il faut s'assurer que vous utilisez la version réactive. Bon, ça c'est juste quelque chose quand même, le basculement du mode impératif vers le mode réactif, quand même, il y a une transition pour les développeurs, ça nécessite un petit peu de bien comprendre ce qui se passe. Donc on va créer une API REST en utilisant donc Spring Web Flags réactive, et après on va créer une application HTML avec du JavaScript simple, on peut utiliser Angular. D'un côté on va utiliser TeamLeaf, pour voir également que la version TeamLeaf réactive, vous pouvez l'utiliser. Et en même temps, on va utiliser des JavaScript avec des connexions Server-Sent Events pour permettre à l'application, une fois que je clique sur un bouton, je reçois en temps réel pratiquement l'évolution des prix des transactions qui sont effectuées actuellement. Alors, nous, côté serveur, ici, on va essayer donc d'émettre si vous voulez, un timer de chaque seconde, on va générer une transaction, c'est juste pour simuler c'est-à-dire cette fonctionnalité. Et en même temps, ici, donc, on va l'échange entre le client et le serveur utilise Text Event Stream, ici, en tout cas pour c'est-à-dire les données que je reçois là. Il s'agit bien d'une connexion de type texte, plutôt voilà, Server-Sent Event, qui permet donc une fois que je suis connecté, je reçois les données. Ce qui est intéressant, c'est que je peux même arrêter l'application côté serveur. Mon application là, je fais rien, il ne reçoit pas les données, mais dès que j'arrive encore à l'application côté serveur, je vais voir que les données, je commence à recevoir. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose de réactif. Donc, je n'ai pas besoin de réactualiser pour établir la connexion. C'est quelque chose qui est quand même assez important à signaler. Et après, pour compléter la démonstration, donc on va créer un autre microservice séparé. On va supposer qu'il y a un microservice qui permet donc de gérer des événements. Et la même chose ici, on va créer un temporisateur de chaque seconde. Il génère un événement. Et notre application là, il va utiliser Web Client. Ce microservice va utiliser Web Client réactif pour établir une connexion pour recevoir en temps réel des données, un stream de données en format Application Stream JSON. Donc ici, entre applications, je récupère les données et ces données-là, ils arrivent directement vers le client. Ça veut dire quoi? C'est que vous lancez le navigateur, vous envoyez une requête, lui, vous créez une connexion là, Server-Sent Events, et cette application microservice, il va créer une connexion ici vers le... Et là, qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit un stream. Supposons que c'est une vidéo que vous lisez en temps réel, c'est un stream vidéo. Donc, au fur et à mesure que j'envoie ici les données, les clients les reçoivent. C'est comme si vous créez un pont on va dire, de flux de données qui arrive et qui traverse l'ensemble des applications. Dès que le flux s'arrête quelque part, le client, il voit que vous ne recevez plus des données. Et dès que le flux recommence, donc vous recevez les données. Donc, c'est un peu le sens de cette application réactive. Donc, en principe, ça c'est l'exemple qu'on va créer. Je crois que ici, donc, j'ai une version que j'ai déjà démarrée. Je fais d'abord la démo. Je vais donc localhost 80.
80-80. Alors, en principe, j'ai une API REST qui fait, donc on va la tester par la suite. Donc, je peux toujours, même si c'est réactif, je peux toujours récupérer, par exemple, la liste des sociétés. Mais ça, c'est ici, donc j'ai utilisé, donc ici, c'est JSON Array directement, donc je transmets les données. Je peux faire la même chose pour les transactions. Donc, j'ai toutes les transactions. J'ai les transactions d'une société. Par exemple, les transactions d'une... c'est pas les c'est transactions d'une société. Alors, ici, donc, j'ai quelque chose... Non, je l'ai fait comment? Alors, les transactions d'une société. Oui, société. Non, mais ici, parce qu'on n'a pas une association bidirectionnelle, vous allez voir, c'est donc... alors, je ne me rappelle pas ce que j'ai fait là. Alors, dans l'API REST transaction, j'ai quelque chose comme ça. Stream transaction, donc transaction. Bon, tout ça, on va le tester après. Voilà, by société. Une transaction by société. Le code de la société. Donc, je reçois donc les transactions d'une société. Là, il n'y a rien de spécial, même si c'est réactif côté serveur, mais là, j'utilise toujours l'API, c'est une API reste, on va dire, classique pour le client. Et là, je peux faire par contre ça, stream transaction, par exemple, slash stream. Stream pour une société donnée. Par exemple, la société... stream, code société, slash ID, société ID. Donc j'ai ici transaction, voilà, stream transaction société ID. Transaction et le code de la société. Alors là, ce que je vois là, je vois ici, donc ça c'est du text event stream, c'est-à-dire que ici, donc je vois que là, je reçois du côté serveur qui m'envoie les données au fur et à mesure qu'ils soient disponibles. Là, ici, donc, pour chaque seconde, je reçois une ligne qui contient une information sur une transaction. Donc, ça, c'est le format text event stream. Okay. Et après, il y a l'application qu'on va créer. Donc, c'est une application basée, une simple page basée sur, c'est MVC côté serveur basé sur TeamLeaf. Donc, ici, c'est pas Angular. Voilà, donc je vais d'abord afficher la liste des sociétés. J'ai la liste des sociétés qui sont là. Et là, je clique sur transaction. Quand je clique sur transaction, qu'est-ce que je reçois? Ici, donc, je reçois en quelque sorte, j'ai demandé, je veux les transactions, je les reçois, comme je l'ai fait tout à l'heure. Et après, je les représente ici en format, plutôt, en utilisant une librairie JavaScript qui s'appelle Smoothie. C'est pour tracer des graphiques comme ça, donc en temps réel. Je vais vous montrer comment l'utiliser. Et je peux cliquer sur la société l'autre. Là, je reçois cette fois-ci, donc mon application, elle reçoit deux flux. Un flux pour une société et un autre flux. Et là, je clique sur une troisième société, et la même chose. Ici, j'ai un autre flux, ça c'est en bleu. Alors là, donc je peux le laisser comme ça. Je le laisse comme ça, donc fonctionner pour une durée quelconque, et après je peux l'arrêter. J'arrête carrément la partie back-end. Qu'est-ce que je vois là? Donc je vois ici, donc là pratiquement je reçois plus les données, n'est-ce pas? Alors là, bon, a priori, bon, parce qu'en fait Smoothie pour lui, donc tant qu'il ne reçoit pas les données, il garde la dernière, mais dès que vous basculez, donc je ne reçois pas les données. Je fais rien côté client, je démarre l'application côté serveur. Je fais rien, mais dès qu'elle démarre, je continue à recevoir les données. C'est en quelque sorte l'idée que je véhicule à ce niveau-là. Autre chose, c'est que si j'ai plusieurs clients qui se connectent en même temps, ici donc ils accèdent à ces données-là, là c'est le même stream de données qui va être reçu par tout le monde. Il ne s'agit pas côté serveur d'envoyer un stream pour chaque client. C'est le même stream de données est partagé pour tous les clients. Et du coup, donc, c'est quand
même quelque chose d'assez important. C'est normal parce que tous les clients ils doivent voir les mêmes courbes, n'est-ce pas? Parce que c'est le même résultat que je suis en train de véhiculer, ben, tout simplement, c'est quelque chose qui peut être partagé. Donc, on va voir avec Spring Web Flux, notamment, on peut partager un stream, un flux, ou bien un subscriber, on peut plutôt un publisher, on peut le partager pour plusieurs requêtes. Alors, ça, c'est la démo. Démo, je vais l'arrêter. La démo. Alors, client, quitter tout ça. Alors, pour faire ce travail, donc, je vais créer un projet. Bon, alors on va créer un projet. Donc, un projet, toujours Spring Startup Project. Alors là, bon, j'utilise ici IntelliJ, mais vous pouvez toujours utiliser Eclipse, il n'y a pas de problème, donc il n'y a pas de souci. Donc, j'utilise Java 8. Alors pour cela, donc, je vais utiliser un group ID. L'application, je vais l'appeler donc Reactive Web Flux. C'est juste pour changer le nom. Le package, c'est org.sid, donc je le garde comme ça. Next. Alors pour les dépendances. Donc j'ai besoin de quoi? Bon, d'abord, Core, bon, j'aurai toujours besoin de Lombok. Si vous voulez des tools, vous pouvez toujours l'utiliser, donc on va l'utiliser à un moment donné. Pour la catégorie web, donc j'ai besoin de ça. Alors là, il faut regarder bien. Vous avez web, vous avez Reactive Web. Alors, web, c'est mode bloquant, et Reactive Web, c'est Spring Web Flux. Alors ça, on a beaucoup utilisé ça. Alors la même chose, maintenant, Spring Data REST, par contre, on ne va pas l'utiliser. Parce que dans la version 5, c'est pas qu'on ne va pas l'utiliser, on ne peut pas l'utiliser. Parce que dans la version Spring 5, il n'y a pas, jusqu'à présent, il n'y a pas la version Spring Data REST Reactive. Pas encore. Alors, forcément, ça va être intégré dans les prochaines, mais en attendant, c'est-à-dire si vous voulez créer votre API REST, il faut l'écrire vous-même avec REST Controller, c'est ce que nous allons faire. Mais pour l'accès, pour les bases de données, alors on va vers NoSQL et la même chose. Ici, donc vous voyez MongoDB et vous voyez Reactive MongoDB. Donc là, vous utilisez encore, c'est des Reactive MongoDB, c'est un driver qui est réactif. Alors, donc, vous voyez donc ces trois dépendances dont j'aurai besoin pour le moment au niveau de l'application. Et si j'en aurai besoin d'autres, je vais les ajouter par la suite. Alors, je vais utiliser donc l'application. Alors, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer d'abord notre package dans lequel on va créer des entités. Alors, j'aurai besoin donc des deux entités société et transaction. Alors, une société, pour moi, donc, il est défini par son ID, qui est de type string, par le nom de la société, par le prix de l'action actuelle, donc c'est un double. Alors,
Comme c'est, on va faire du mapping objet document, on va utiliser le mapping document, c'est document data. Et après, donc, on va utiliser l'onbook à nouveau, donc c'est les getters, sitters, data pour all are constructor pour le constructeur avec argument. En même temps, c'est une petite révision pour un petit rafraîchissement pour votre examen, n'est-ce pas? Alors, c'est des choses que vous allez faire. Alors, et après, quoi d'autre? R constructor. Quoi d'autre? Bon, si vous voulez la méthode. Alors, c'est donc une association qui n'est pas bidirectionnelle, c'est-à-dire société, je n'ai pas la liste des transactions. Mais par contre, dans transaction, je vais créer un document de type société. Alors, et après, il me faut la notation ID pour spécifier l'identifiant de mon application, de l'entité. Une transaction est définie par son ID, qui est de type string, donc ID, par la date de transaction. Bon, la date, donc je vais utiliser le type instant. L'instant de Java Time. Et je vais utiliser, donc il y a le prix, standable. Et je vais utiliser quelle société? Donc j'ai un objet de type société. Alors pour le mapping, donc on va utiliser les annotations document, data, all are constructor, no are constructor et alors l'identifiant c'est ID. Et après ici donc on va utiliser principalement, alors comme ici on va pas utiliser un document imbriqué, on va utiliser donc dbref. Bref, ça veut dire que je fais une référence vers une société qui va être stockée dans une autre collection qui est société. J'ai déjà expliqué la dernière fois. En principe, vous avez deux moyens de gérer les relations entre les documents. Donc, soit vous utilisez un document embarqué ou bien imbriqué, si vous voulez, ou bien une référence, ou bien, si vous voulez, des documents c'est pareil, c'est-à-dire des références vers des documents qui sont stockés dans des collections différentes. Alors, voilà donc les entités. Alors, je vais créer donc les interfaces Spring Data REST. Donc, je vais créer un autre package que je vais appeler DAO, dans lequel je vais créer mes deux interfaces. Alors, la première interface s'appelle Société Repository. Extend. Alors, on va utiliser donc c'est Mongo. Exact, c'est pas la classe, c'est l'interface. Bien vu. Donc, on va utiliser c'est Reactive Mongo Repository. Alors, la dernière fois, on a utilisé Mongo Repository. Ça, c'est pour l'impératif. Et là, pour le Reactive, c'est Reactive Mongo Repository. Vous voyez donc, et ça, alors, on utilise la version Reactive de Spring Data. Donc, c'est quoi l'entité qu'on veut gérer? C'est société. Et le ID, il est de type string. Alors, la même chose pour... donc ça, on va créer une interface. Transaction. Repository. Extend. Reactive Mongo Repository. Alors, l'entité, c'est transaction. Et le ID, c'est... Voilà. C'est toujours le même principe. Après, on peut ajouter les autres méthodes de la même manière. C'est toujours du Spring Data. Donc,
Sauf que la différence, c'est que si vous regardez ici, par exemple, quand vous regardez Reactive Mongo Repository, vous allez voir les méthodes. Regardez. Qu'est-ce qu'on retourne? Soit un mono, soit un flags. Alors ça veut dire que ce n'est plus comme dans le cas Spring Data, vous avez soit liste, soit l'entité elle-même. D'accord? C'est différent. Alors donc une fois que je crée ça, je vais faire un test. Alors pour faire le test, donc je reviens à mon application. Voilà, donc je suppose que j'ai une base de données que je vais configurer, que je vais dans le nom, je vais le spécifier dans le application properties. Donc c'est Spring Mongo. Donc c'est MongoDB. Double slash host. Le port de MongoDB, donc c'est 20. Non, c'est pas ça, c'est de 27017 de Alors, si vous ne le spécifiez pas, il prend le port par défaut. Alors, la base de données, je vais l'appeler donc tout simplement base de données. DB. Alors, au niveau de l'application, on va procéder toujours de la même manière. C'est qu'on va créer... On va créer un objet commande de line runner. Voilà. Commande line runner. Pour que cette méthode s'exécute au démarrage, donc il ne faut pas oublier bin. Et après, on va injecter donc les deux interfaces. Donc il y a société repository et transaction repository. Transaction repository. Voilà. Ça, c'est l'injection des dépendances. Et après, donc on va utiliser return args. Et on fait un traitement au démarrage. Ici. Alors, quand vous démarrez, donc cette méthode s'exécute. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais d'abord insérer quelques entreprises. Donc, la même chose, donc je vais créer un stream of. Donc, j'ai des sociétés, par exemple, SG, ça. Et il n'y a que des banques. Après, il y a des assurances, etc. Donc, j'ai des sociétés. Après, je vais faire un for each. For each, bon, qu'est-ce que je transmets? Je transmets une expression lambda pour chaque société, S. C'est name de la société. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais utiliser donc c'est society repository. Save. Alors, qu'est-ce que je vais enregistrer? New société. Alors, société. Alors, qu'est-ce que je vais donner? Donc, je vais donner le ID. Donc, supposons que je vais fixer le ID, je vais utiliser le même ID, S, pour le ID, pour le nom. Comme ça, je fixe le ID, c'est SG, le nom, c'est SG. Autrement, donc, la dernière fois, on a fait un petit peu de bricolage, on a fait de l'espace entre le ID, le code, si vous voulez. Si vous spécifiez ça, je vous le disais, donc si vous mettez nul, alors par défaut, MongoDB va choisir une valeur aléatoire, une chaîne de caractères aléatoire. Ici, donc, je vais fixer la valeur. Donc ici, donc c'est le même nom. Alors pour le prix, je vais utiliser donc c'est mat. Je vais utiliser un random. Supposons que le prix par défaut est égal entre 100, minimum c'est 100. Et maximum, donc random, il retourne un nombre entre 0 et 1, je vais multiplier par 900. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un nombre entre 100 et 1000.
Alors là, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce que quand vous faites save, qu'est-ce qu'il vous retourne? Il vous retourne un mono. Donc ça veut dire que c'est pas quelque chose de bloquant. Là, il faut le comprendre. C'est-à-dire ici save. Maintenant, si vous voulez attendre jusqu'à ce que l'opération soit faite, vous allez faire quoi? Vous allez faire save.subscribe. C'est-à-dire, je fais un save, je ne vais pas attendre. Et je fais subscribe. C'est comme si je lui dis, quand l'opération est terminée, je vais faire ça. Alors, subscribe, qu'est-ce qu'il va me retourner? Il va me retourner la société qui a été ajoutée. Et dans ce cas-là, je vais afficher cette société-là. Donc, je vais utiliser system.out.println société. Donc, ça, c'est un peu différent par rapport à ce que nous avons l'habitude de faire. Alors, je vais exécuter l'application. Je regarde. Bon, a priori, ça se passe bien. Donc, je vois bien ici. J'enregistre dès que la réponse arrive, donc j'affiche les données de la société. Alors ici, donc, je vais regarder un peu les bases de données, bourse d'eBay. Alors j'ai la collection société. Comment ça se fait ici? J'ai déjà, en fait, la base de données existe déjà, n'est-ce pas? Alors ici, donc, en fait, ce qui a été ajouté maintenant, c'est plutôt ces sociétés. Alors ici, donc, je vois bien mes données ici, qui sont insérées. C'est comme si la fait un update. Les? Non, c'est pas update, c'est que dans la base de données, en fait, c'est-à-dire, bon, ça je supprime dans cette base de données, je suis prise. Alors, drop, si vous voulez faire un drop, Mongo, il vous dit, il faut lui dire yes, je crois. Non, en fait, je change de base de données. Alors, la base de données, je vais l'appeler 2. OK? Non, c'est juste, vous voulez supprimer un truc là, il vous pose la question, drop, normalement il faut mettre yes ou bien true, je ne sais pas, mettre yes avec Y. Ah, le nom de l'entreprise, voilà, exactement. Il faut être sûr que vous tapez le bon nom, voilà, tout à fait. Et après, il le supprime, bon, si vous voulez. Mais là, ici, dans notre cas, on a redémarré, donc logiquement, il devrait créer une nouvelle base de données. Il est déjà créé, il est là. Et là, je vois donc société ici. Donc, là, en tout cas, ça, c'est ma base de données. Alors, mais en même temps, à chaque démarrage, je vais supprimer donc les sociétés avant d'en créer d'autres. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors, comme on a fait la dernière fois, donc je vais utiliser delete all. C'est-à-dire ici, je vais d'abord utiliser donc société repository point delete all. Mais delete all, c'est réactif. Donc, la même chose. Je dois attendre jusqu'à ce que l'opération se termine pour faire autre chose. Donc, je vais faire point subscribe. Alors, sauf que pour delete all, donc subscribe, vous avez donc, si vous voulez, 3 callbacks. Le premier, je vais mettre nul. Ça, c'est le cas de... ça, c'est quoi? Ça, c'est... rappelez-vous, donc, là, vous avez complete et vous avez error. Bon, le premier, c'est un consumer qui représente... voilà, c'est un premier consumer, je vais mettre nul. Le deuxième, nul. Et là, ça c'est complete. Et là, c'est error. Alors ici, donc complete, c'est-à-dire quand tout se passe bien. À nouveau, donc c'est une expression lambda. Alors, quand tout se passe bien, donc je vais prendre ce code-là, CTRL X. Où est-ce que je le mets? Je mets à l'intérieur. Ça veut dire que je supprime, mais dès que la suppression se termine, je fais ça. Mais là, il faut faire attention. Ça veut dire quoi? Quand vous faites delete all, si vous écrivez des codes là,
On ne va pas attendre jusqu'à ce qu'on supprime. Je lance la suppression et je suis déjà là. C'est complètement différent. C'est-à-dire que ce message-là, vous allez le voir avant que les autres soient exécutés. Donc c'est juste pour dire, quand vous faites le réactif, c'est que toutes les opérations ne sont pas bloquantes. Parce que si je suis bloqué, si vous voulez faire quelque chose après la suppression, c'est pas ici que vous allez le faire. Vous allez le faire à l'intérieur de subscribe et dans complete, dans l'événement complete, c'est-à-dire une fois que l'opération est complétée, je fais ça. Donc ce qui fait que si vous voulez faire tout d'une manière séquentielle, vous risquez d'avoir quoi? Vous risquez d'avoir du code, subscribe, vous faites une imbrication de code, mais pour ne pas avoir une imbrication de code qui peut être parfois difficile à lire, en termes de lisibilité, c'est parfois difficile. Ce que vous faites, c'est que vous faites appel. Par exemple, ici, vous pouvez, dès que ça se termine, vous faites appel à une opération, une méthode. Et la méthode, vous spécifiez le nom de la méthode et vous pouvez la développer après. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Donc là, je supprime les données. Une fois que je termine ce for each là, for each, c'est-à-dire pour les sociétés, je vais faire la même chose pour les transactions. Pour les transactions, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une boucle pour toutes les... Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais générer des transactions aléatoirement. Si vous voulez, je fais d'abord le premier, le deuxième, je fais un autre for each. Alors pour chaque société, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais d'abord récupérer la société. Société égale société repository point find by ID. Là, on retrouve toujours la même chose. Donc ça c'est S. Find by ID. Point subscribe. Société. Donc c'est... Oui, il faut mettre point get. C'est S. Ah oui, oui, vous avez raison. Donc ici, oui. Qu'est-ce que vous avez ici? Donc vous avez, voilà. Point. Alors, point subscribe. Alors, société. Alors là, on ne va pas faire ça. Donc, en fait, parce qu'en fait, si vous faites société égale, c'est comme si vous êtes dans le monde impératif. Donc, on va faire société.find by ID. C'est réactif. Dès que la société est récupérée, je la récupère. Parce qu'en fait, la société, ce n'est plus un type retourné. C'est une promesse. La méthode find by ID doit retourner une promesse. Mais dès qu'il y a la société, je l'ai ici. Bon, si là, je peux récupérer la société. Alors maintenant, pour moi, société, c'est le résultat, c'est ça. C'est un peu ça. Alors maintenant, ce que je vais faire, pour chaque société, je vais faire une boucle. Alors, for int égale à 0 jusqu'à 10. Et plus. Alors ça, c'est de 0 jusqu'à 10. Alors, je vais créer une transaction. Transaction égale new transaction.
Alors pour cette transaction, je vais définir d'abord l'instant. L'instant, c'est, je vais utiliser la classe instant.now, c'est-à-dire c'est l'instant actuel. Alors, transaction.set, société, c'est quoi la société? C'est société. Et transaction.set price, price. Alors, je vais mettre un aléatoire, mais sauf que l'aléatoire, cette fois-ci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser, c'est le prix de la société, société.getPrice, et après, je vais ajouter un pourcentage, une variation de 0 à 6%. C'est-à-dire plus un nombre aléatoire, random. Alors, si je fais math.random, je vais multiplier par 12 et je fais moins 6. Alors, ça va nous donner quoi, ça? Alors, random multiplié par 2, ça va donner de 0 jusqu'à 12. Donc, minimum c'est quoi? C'est 0. Et si c'est 0, ça va me donner moins 6. Donc, c'est-à-dire, je vais faire moins 6%. D'accord? Et le maximum, c'est 12, ça va faire plus 6%. C'est-à-dire, j'ai des variations entre moins 6 et 6%. C'est aléatoire, mais il faut, comme c'est en pourcentage, donc ça c'est 6, multiplié par le prix divisé par 100. C'est-à-dire, c'est comme si je fais tout ça multiplié par 1 plus divisé par 100. C'est-à-dire, c'est le prix, c'est le prix de la société plus une variation. Plus une variation multipliée par le prix de la société. Donc, cette variation, alors je crois que ça peut marcher comme ça. Moi, si j'ai oublié quelque chose. Une fois que je crée donc la transaction, donc ici, transaction repository.save new, c'est pas new, c'est transaction. Alors, si vous voulez encore, vous pouvez faire .subscribe T, la transaction T. Une fois que c'est enregistré, je peux l'afficher si je veux. Par exemple, vous voyez déjà sur la base, bon, c'est simple, mais en même temps, la manière de programmer, elle est relativement différente. Donc il faut s'y habituer. En tout cas, si jamais vous voulez faire ce genre de programmation active, il faut s'initier comme ça. Alors je vais enregistrer, je vais démarrer donc l'application. Bon, a priori, donc, a priori, il n'y a pas de problème. Je vois des transactions qui sont affichées, mais l'ordre d'affichage, etc., donc, c'est des choses que vous pouvez constater. Alors, dans la base de données, donc, je vais actualiser. Alors, donc, j'ai transactions. Alors, sur les transactions, donc, je vois bien, il faut remarquer est-ce que ça marche ou pas. Alors, ici, je vois par exemple pour AXA, je vois ici le prix, c'est 14. Alors, c'est pas normal là, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est prix négatif. Donc, ça veut dire qu'on a raté quelque chose. Le pourcentage, oui. Donc, vous savez, le problème, c'est quoi, en fait? Le problème, ça, c'est difficile parfois de le voir. Alors, quand vous faites math.random, oui, non, là, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que vous avez là? Donc, vous avez ici le prix de la société, plus le prix multiplié par... quelque chose de plus grand que... Oui, tout à fait, tout à fait. Oui. Oui. Donc, c'est-à-dire ça, c'est
c'est le prix plus tout ça. Donc ici, donc, parce que là, ça peut être... c'est moins quelque chose qui est plus... Non mais attendez, ça c'est divisé par 100, mais c'est pas possible. Parce que le prix, vous avez 6%. Hein? Alors ici, donc vous avez math random 12. Supposons que vous avez 0. Ça fait moins 6. Ça fait moins 6. Moins 6 divisé par 100. Ça va faire... Alors, j'ai ici quelque chose que j'ai déjà fait, parce que ça, c'est des petits trucs que j'ai ici. Ça, c'est quoi ça? Ça multiplie par 1 plus, maintenant... Price. C'est bien ça? C'est la même chose. Ah, donc j'ai divisé tout par 100. Donc le 100, c'est ici, après la parenthèse, oui, tout à fait. Donc ici, ça c'est le... Ça c'est la parenthèse. Voilà. Ça c'est math random multiplié par 12 moins 6 divisé par 100. Et après il y a la parenthèse. Alors, mais avant d'enregistrer, il faut qu'on supprime également les transactions, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais d'abord supprimer les transactions. Transaction repository point delete all. Et je fais subscribe. Oui, c'est ça. Alors, transaction repository point delete all. Vous me l'avez dit, mais j'ai pas fait attention. Delete all point. C'est dans subscribe qu'on va faire le... Donc ça, c'est le... Si vous voulez, les promesses. Alors, ça, c'est ce qui nous intéresse, c'est complete, l'événement complete. Voilà, ici. Et après, je prends tout ça. CTRL X. Et je le fais à l'intérieur, ici. C'est bon? Alors là, vous avez un premier exercice de programmation réactive. Donc, il faut savoir comment manipuler ça. Mais une fois que vous le comprenez, remarquez que ça, vous l'utilisez déjà dans Angular. C'est plutôt la logique que vous utilisez quand vous faites les applications web basées sur Angular, mais bon, ça sauf que cette fois-ci, c'est Reactive Streams. Alors, je vais regarder ma base de données. Est-ce que ça a l'air de marcher? Alors, voilà. Alors, a priori, ça a l'air de marcher. Donc, ici, si je prends par exemple BMCE, là, je vois là 671, là, ça diminue. Là, ça augmente. C'est l'aléatoire. Bon, ça marche. Alors, maintenant, ça, c'est le premier test. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ça, mais dans une API REST. Donc, ça veut dire qu'on va créer une API REST qui nous permet donc d'accéder à ces fonctionnalités via un client web. Alors pour cela, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas utiliser Spring Data REST. Donc si vous mettez repository REST resource, vous allez voir, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que je disais tout à l'heure que pour le moment, il n'y a pas de version de Spring Data REST réactive. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre API REST dans le package web. On va créer donc, ça c'est société réactive, si vous voulez, contrôleur REST
a un sens. Société réactive REST controller. C'est une API REST mais qui est réactive. Alors là, vous n'allez pas trop vous perdre parce que vous allez utiliser les mêmes annotations que vous utilisez d'habitude. Donc REST controller. Alors j'ai besoin d'injecter société repository et après de faire l'injection via wired. Et après, je veux maintenant la liste des sociétés. Je vais faire cette fois-ci au lieu de liste, c'est quoi? C'est flags. Flags de société. Alors, ça c'est find all. Qu'est-ce qu'on va retourner? Return société repository.find all. Il n'y a pas de problème. Alors, pour accéder à ça, donc on va utiliser get mapping. Ici, vous pouvez utiliser donc le path c'est slash société. Alors, si vous voulez une seule société, consulter une société donnée, donc on va utiliser slash un path variable. Ici, on va mettre ID. Société, oui. Ben, j'ai juste société. Alors là, c'est, on va l'appeler get one. Ça, ce n'est plus flags, c'est mono. C'est un publisher de type société. Et là, on va utiliser point get by ID, find by ID. Find by ID. C'est quoi le ID? C'est ici, il faut spécifier là, c'est un string ID et ça doit être quoi? Path variable. Ici, on va mettre ID et on va tester. Localhost, le port par défaut c'est 8080 slash. Alors là ici c'est ici j'ai utilisé donc c'est JSON array. Donc, il n'y a pas de stream entre la partie backend et client. C'est que la partie backend il attend jusqu'à ce qu'il reçoive tous les streams de données. Après ouf, il les envoie en dans un seul objet. JSON, un seul objet qui va. Alors si ici donc je veux une société, je vais mettre par exemple slash sg. Alors ça marche également. Alors, ici, donc vous voyez au niveau de la PRS, donc il n'y a pas une grande différence. La seule différence au niveau de votre code, c'est quoi? Au lieu de liste, c'est flags. Au lieu de l'objet, c'est mono objet. Et après, on va quand même ajouter donc les autres méthodes. Enregistrer une société. Alors pour enregistrer une société, donc ça va retourner un mono société save. Alors vous récupérez directement une société et après vous pouvez utiliser return société repository .save société. Pas de problème. Alors ici donc on va utiliser quoi? Un post mapping slash société et là n'oubliez pas d'utiliser request body. On suppose que les données de la société sont envoyées au format JSON request body. Alors si vous voulez supprimer, on va utiliser ça copier. Donc ici c'est delete. Au lieu de get mapping, c'est delete mapping. Et au lieu de faire find by ID, c'est delete by ID. C'est quoi le ID? C'est ID. Alors ici, ce n'est plus ça, c'est mono de void. Avec void majuscule. Puisque ça retourne un void.
Et enfin, il y a put. Alors, pour faire le put mapping, on va faire comme save. Alors, au lieu de post, c'est put mapping. Ça, c'est update. Alors, update, il va retourner un mono de société, et là, on va faire save. Alors, sauf qu'ici, il faut spécifier le ID. Parce qu'en fait, on va mettre à jour une société qui existe déjà. Donc, il faut ajouter ici string ID avec quelle annotation? Path variable. Et dans ce cas-là, avant d'enregistrer la société, je vais utiliser société.setID. C'est quoi le ID? C'est ID. Vous voyez donc ici, on n'a pas utilisé Spring Data REST, mais on est revenu vers le REST contrôleur. Vous avez pratiquement l'API REST. Et tout ça, ça va faire des copier-coller, sauf que quand vous utilisez Spring Data REST, donc vous économisez un peu ce temps-là. Mais ça, c'est pratiquement la même chose, mais c'est quelque chose, c'est des codes que vous écrivez. Alors, je vais tester ça. Donc, je vais faire la même chose pour transaction. Et après, on va tester quelques fonctionnalités, notamment text event stream. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de vous montrer avant de passer à la partie front-end. Alors, ici, donc, j'ai tout ça, il n'y a pas de problème. Donc, on a déjà testé. J'ai la liste des sociétés. Je veux ajouter, donc, je vais passer vers un client REST. Donc j'ai utilisé Advanced REST Client, donc je vais choisir là, donc voilà, c'est quoi l'URL, c'est société, avec get, ici, bon, j'ai les données, une seule société, après, quoi d'autre? Un post. Je vais ajouter une société. Je vais ajouter une société. Là, pas de variable. Là, ici, donc, content type, il va mettre application JSON. Et dans body, on va mettre les informations sur les sociétés. Alors là, donc, j'ai créé une société. Name. Et price, c'est un prix quelconque. OK? C'est un poste. Bon, a priori, donc, il n'y a pas de problème, il est ajouté. Alors, si on essaie d'afficher un nouveau, donc ici, donc, vous voyez, donc, la société a été ajoutée. Je n'ai pas spécifié le ID. Vous voyez, donc, par défaut, donc, il est là. En fait, c'est ça, c'est l'affaire de MongoDB. Alors, si vous le spécifiez, si vous ajoutez ID dans body, alors là, vous l'ajoutez la même chose, donc a priori, il n'y a pas de problème. Et là, cette fois-ci, vous avez ajouté une autre, mais avec ID. Alors, la suppression, donc on va supprimer une société, par exemple, /sam, ça c'est le ID. Ça, c'est delete, send, ça marche, actualiser, et les supprimer. Là, donc, j'ai besoin de connaître son ID pour le... En tout cas, je fais la même chose. /ID, supprimer. Mais avant de supprimer, il fallait quand même faire une mise à jour. Alors, bah, ce que je vais faire, je vais mettre à jour, par exemple, le prix de AXA. Alors, pour mettre à jour, donc, j'ai besoin d'envoyer une requête avec... Ça, c'est la société AXA. Et là, je vais changer. Alors là,
si généralement vous voulez faire un put, il vaudrait mieux faire d'abord un get. Là, comme ça, vous récupérez déjà l'objet. Vous récupérez. Vous récupérez donc l'objet, CTRL-C, et vous faites un put. Et dans put, dans body, vous faites ça, CTRL-V, et vous changez le prix. 300. A priori, ça marche également, il n'y a pas de problème. Alors, actualiser, je vois ici donc 300. Alors, bref, donc je viens de vous montrer que vous venez de créer une API REST réactive. D'accord? Alors maintenant, ce que je veux, je vais faire d'abord la même chose pour transaction. Pour cela, donc, j'ai besoin de faire un copier-coller. Alors, je prends Society Reactive, controller, CTRL-C, CTRL-V, et je vais l'appeler Transaction Reactive REST Controller. Alors ici, donc, qu'est-ce qu'on va changer? Alors là, vous allez changer. Bon, ici, donc, j'ai besoin de Transaction Repository. Là, c'est transaction. Alors ici, donc, c'est Flax Transaction. Tout à fait. Sinon, vous faites refactor et vous changez. Tout à fait. Alors, je le fais manuellement, comme ça, vous savez, maintenant, il s'agit bien que à chaque fois que vous voulez créer une API REST, finalement, il s'agit de copier-coller, vous changez. Bon, Spring Data REST, l'idée, c'est ça, c'est de vous éviter de faire des copier-coller, vous adapter. Bon, vous avez quelque chose de générique. Alors, je le fais manuellement, comme ça, vous savez les modifications à faire. Alors, mono, transaction. Ici, transaction. Là, c'est transaction. Transaction repository. Save. Mais là, c'est quoi? C'est transaction. Et ici, c'est transaction. C'est la transaction. Alors ici, donc, je vais enregistrer transaction. Ça marche? Pas de problème. Alors, c'est là. Donc, c'est... là, il n'y a pas de problème. Donc, là, c'est transaction. Là, il n'y a pas de problème. C'est transaction repository delete by ID. Ici, c'est transaction ID. Là, c'est mono de transaction. Et là, c'est transaction repository. Alors, si vous voulez, ici, donc, ça, c'est transaction. Transaction. Et ici, donc, c'est transaction.id. Et là, c'est transaction. Bref, ça, c'est le... Quand on fait refactor, lui, il fait ça. Mais en tout cas, c'est... Alors, donc, je teste. Et après, donc, je vais passer à le cas, ce qui nous intéresse là, c'est quand je veux faire un stream de données. Alors, la même chose, donc, j'ai transaction. A priori, il n'y a pas de problème. Je vois pour chaque transaction, j'ai le ID, l'instant, j'ai le prix et j'ai la société. Alors ici, donc, la société, donc, c'est un objet qui fait partie de la transaction. Mais si vous ne souhaitez pas, parce que quand même, si vous ne souhaitez pas recevoir le détail de la société pour chaque transaction, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est la notation ignorée. Alors vous allez vers transaction, l'entité, et cet attribut la société, vous ajoutez JSON ignore ou bien JSON property. JSON property, vous mettez access, vous mettez
write only. Write only, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux écrire, mais le getter, il ne va pas le sérialiser. Ça, c'est encore mieux. C'est-à-dire quand je veux ajouter une transaction, je peux spécifier la société. Mais quand je la sérialise en format JSON, donc je vais l'ignorer, si vous voulez. Alors, transaction. Donc ici, donc je l'ai. Alors, transaction, je vais prendre une transaction quelconque, je peux la consulter. Pas de problème. Je vais accéder encore à ça. Transaction. Et je vais ajouter une transaction. Post. Comment vous faites un post de transaction? Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut transmettre? Donc, application JSON, il n'y a pas de problème. Là, je vais spécifier les informations sur la transaction. Alors, c'est quoi ça, c'est d'abord l'instant. Bon, je ne vais pas le spécifier. Je vais spécifier, par exemple, le prix. C'est un attribut. Alors, le prix, je vais mettre 555. Mais pour quelle société? Je vais mettre société comme attribut. C'est quoi la valeur? Alors là, la valeur, il faut mettre la référence vers la société. Alors, c'est quoi pour consulter une société, normalement, c'est HTTP. Si vous regardez bien ici, une société, par exemple, société quel est l'URL qui permet de consulter la société SGC? Localhost 95/société/SG. C'est-à-dire, en quelque sorte, ici, je dois spécifier ça. Je fais une référence vers un autre document. Alors, ça, c'était sur Spring Data REST. Mais ça, c'est pas du Spring Data REST. Ça marche pas. Bad request. Non, c'est pas ça. Alors, si vous faites ça, c'est... Là, il l'a ajouté. Il n'y a pas de problème. Mais il n'a pas associé la société. Alors, si vous ajoutez la société là, il faut ajouter l'objet. Donc, société, c'est un objet. Comme ça. Dans le ID, le point, c'est quoi? C'est SG. Alors, ça, c'est pour le cas de REST controller. C'est-à-dire où lui transmettait un objet. Save. Alors ici, donc, ça passe. Et vous voyez bien que si vous consultez les transactions, alors là, on ne peut pas le voir ici, parce qu'on l'a ajouté, n'est-ce pas? Mais si vous regardez dans la base de données, alors la base de données, je vois la dernière qui a été ajoutée. Il est bien associé, n'est-ce pas? Non, c'est pas la bonne. Alors, il faut... Alors, je vais faire... parce qu'il y a des pages, n'est-ce pas? Ça va. Alors, 555, je vois là, il n'a pas associé, mais là, il a associé. Donc là, ici, donc, vous avez... Il faut juste faire attention, quand vous utilisez Spring Data REST, vous avez une logique de relation entre les documents, ce qui est plutôt un peu l'idéal. Mais si vous utilisez REST Controller, donc vous utilisez donc ce mécanisme-là. Dans cette obligé lors de la mise de la référence, on est obligé de mettre l'objet tout en entier. Parce que là, on a mis juste l'ID. On met que l'ID d'ailleurs. On met pas l'objet. Donc tu mets l'objet, mais ce qui t'intéresse, c'est que le ID. Est-ce qu'on peut mettre l'objet tout entier? Si vous le mettez, ça va marcher également, mais le plus important, c'est le ID. On n'a pas besoin de mettre toutes les informations sur l'objet. Juste mettre l'objet. Ici, donc, je suis en train de créer une transaction.
mais dans la société est connu. Et c'est quoi la société? Je connais que le ID. Par exemple, si on met tout l'objet, est-ce que, par exemple, à l'échelle, une grande échelle, est-ce que ça va alourdir la base de données? Non, pour la base de données, il n'y a rien qui va changer. Parce que la PRS, quand vous lui donnez l'objet, tout ce qui l'intéresse, pour plutôt Spring Data, ce qui l'intéresse, c'est le ID. Donc, il fait la référence. Parce que déjà, c'est quoi? C'est des relations, c'est des BRF. Ce n'est pas imbriqué. Donc, il a besoin que de ID. Si vous voulez, vous lui donnez que la clé étrangère, si vous voulez. Mais par contre, vous envoyez des données qui ne servent à rien. C'est-à-dire, vous allez la requête, vous envoyez autant de données qui ne vont pas être exploitées au final. Alors ici, donc, si vous ajoutez une société qui n'existe pas, il ne va pas la connaître, il ajoute, mais après, si vous consultez, vous allez trouver qu'il n'est pas associé. C'est nul. En fait, quand il veut associer, donc il fait l'association. Alors, il est bien, sûrement, il est ajouté, mais la société n'existe pas. Alors, de toute façon, dans les bases de MongoDB, alors il l'a ajouté. MongoDB, pour lui, il fait référence vers une société RR. Mais MongoDB, il ne va pas, pour SQL, il ne va pas l'accepter. Pourquoi? Parce que dans SQL, les bases de données SQL, vous avez les règles d'intégrité référentielle. Mais pour les bases de données orientées documents, il s'en fout. Pour lui, vous lui dites, cette transaction, c'est pour cette société. Il ne va pas vérifier est-ce que la société elle-même existe. Donc, pour les bases de données orientées documents, en fait, l'intégrité référentielle entre les données, ce n'est pas le SGBD qui le gère. Si vous voulez le gérer, il faut le gérer dans votre application. Ça, c'est un mécanisme dont j'avais déjà parlé la dernière fois. C'est clair? Des questions? Parfait. Alors maintenant, on va juste voir le cas d'un text event stream, toujours dans transaction REST controller. Je vais ajouter une méthode qui permet de retourner toujours un flags de société. C'est pas de société, c'est transaction repository. Je vais prendre cette méthode-là, find all. C. Ici, donc, je vais faire CTRL V. Au lieu de mettre transaction, je vais mettre stream transaction. C'est un stream de transaction. Alors, sauf que cette fois-ci, là, donc, je vais l'appeler stream transactions. Alors là, je vais changer le mode. Alors, je dois vous rappeler ça dans request mapping, get mapping, par défaut, vous avez un attribut qui s'appelle mediatype. Mediatype. C'est pas mediatype, c'est produces. Alors, dans produces, vous spécifiez le format. Alors, ici, donc, vous avez mediatype de Spring et vous spécifiez les formats. Alors, par défaut, quelle est la valeur que vous avez? La valeur par défaut, c'est application JSON. Vous n'avez pas besoin de le spécifier. Pour cela, par défaut, tout ce que vous envoyez, c'est application JSON. Alors, cette fois-ci, donc, je vais utiliser text event stream. Donc, je lui dis, tiens, les données que ce flags, un publisher, tu vas l'envoyer sous forme d'un text event stream. C'est tout. Donc, je vais démarrer. Alors là, je n'ai pas encore utilisé DevTools exprès, donc je dois redémarrer manuellement à chaque fois pour éviter juste à chaque fois que chaque petite modification, il redémarre. Mais à la fin, donc, quand on va faire la partie web, on va ajouter DevTools ou bien on va essayer de faire quelque chose en tout cas. Alors ici, donc, bon, ça c'est les transactions. Donc ça c'est application JSON. Mais si je fais stream transactions, alors, j'ai stream transaction, je reçois les données. Mais c'est rapide. Mais il m'envoie un par un. Je ne vois pas ici, donc, je ne vois pas, si vous voulez, ce timing. C'est clair? Alors, mais tout ce que je vois ces enregistrements-là que je reçois, je les reçois un par un. Et pour chaque objet, vous avez data, et après, vous avez l'objet JSON. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais créer une méthode dans laquelle je vais faire quelque chose de
plutôt un stream avec un temporisateur, seconde par seconde, j'envoie une donnée. Alors pour cela, donc d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une méthode qui permet stream transaction. D'abord, une chose que je vais faire, supposons que je veux les transactions d'une société. Je ne l'ai pas montré tout à l'heure. Transaction d'une société. Alors, transaction by. Alors, et après, je vais donner la société en tant que ID. Alors, ici, donc, j'ai un flash de transaction. ID, oui. Et là, transaction. Mais il me faut une méthode. Maintenant, si je vais vers l'objet société, dans la classe société, je n'ai pas déclaré une liste de... Ça veut dire qu'à partir de l'objet société, je ne peux pas connaître les transactions de cette société. Du moment que je n'ai pas utilisé une association dans la direction société transaction, donc c'est quoi la solution? C'est d'aller vers transaction repository et d'ajouter une méthode find by société. Et ici, donc, j'ai les transactions. Je vais ajouter une méthode qui permet de retourner quoi? Un flash de transactions. Et je vais l'appeler tout simplement find by. L'attribut s'appelle société. Et qu'est-ce que je dois donner comme paramètre? Un objet société. Et le problème est réglé. Donc, c'est-à-dire, même si je n'ai pas une association bidirectionnelle, avec cette méthode-là, je peux toujours récupérer la liste des transactions d'une société. Alors, ça, c'est Spring Data. Alors, maintenant, si je reviens à Transaction REST Service, ici, donc, qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais appeler tout simplement la méthode find by société. Mais il faut donner une société. Moi, j'ai que le ID ici. String ID. Mais c'est un path variable également. Path variable. Si j'ai le ID, donc je vais créer une société. Comment? Non. Alors je n'ai pas besoin de récupérer la... Donc je crée directement une société et je lui donne le ID. Mais je n'ai pas besoin de la récupérer à partir de la base de données. Cette ID, c'est ID, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, je connais la société, la ID, parce que ce qui m'intéresse, c'est que le ID de la société, je ne veux pas toute la société. Et après, donc, je peux donner ici directement société. OK? Alors, on va vérifier. Alors, transaction by société, bon, ça ne va pas marcher parce qu'il faut donner le ID. Alors ici. Alors là, ça marche. Alors si je compte, je vais trouver 10. Parce qu'en fait, j'ai généré 10 transactions pour chaque société. Alors si je fais par exemple SG, j'ai encore d'autres. Et là, c'est réglé. Bon. Alors maintenant, ce que je veux, c'est que ça, je ne veux pas en format array, JSON array, je veux en format string. Alors avec chaque seconde, j'envoie des trucs comme ça. Ben, je vais faire quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais prendre ça, coller, et je vais prendre, donc là, je vais l'appeler cette fois-ci stream transaction by société. J'ai un clavier qui est petit par rapport à ce que j'ai l'habitude d'utiliser, donc c'est vraiment ça dérange. Alors stream transaction by société, c'est bon? Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Regardez bien. Je vais faire quelque chose.
je vais pas vers la base de données cette fois-ci. Je vais pas récupérer les données à partir de la base, d'accord? Mais je vais juste simuler quelque chose qui marche. Alors j'ai le ID de la société. Je vais récupérer d'abord la société elle-même. Qu'est-ce que je vais faire? Donc c'est société repository. Comment? On peut utiliser reste qu'on a généré tout à l'heure, Non. Alors j'ai d'abord besoin de société repository. L'injection, AutoWire. Ah, sinon, je passe par les. Donc, je vous rappelle juste pour faire l'injection, soit vous utilisez AutoWire, soit vous utilisez le constructeur. Et vous ajoutez au constructeur et vous créez un constructeur avec les deux paramètres. L'injection se fait via le constructeur. Ça marche aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, j'ai la société. Donc, société repository.find by ID. Je vais vers la base de données, je connais le ID de la société et je fais un subscribe. J'ai la société qui est retournée. Une fois que j'ai la société, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais créer un stream. Alors, pour créer un stream sous forme d'un timer, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais créer d'abord un flax. Un flax de langue. Je vais appeler intervalle. Égal flax point intervalle. Je vais utiliser duration of millisecondes de 1000. Alors, qu'est-ce que vous venez de créer? Vous venez juste de créer un flax qui génère, en fait, pour chaque seconde, c'est un flux qui génère pour chaque seconde, il génère un long qui est le time. Juste quelque chose qu'on peut faire. Alors là, il le fait. Donc, pour chaque seconde, il le gère. Vous avez déjà créé un timer. Alors, moi, ce que je vais faire, donc, je vais utiliser ça. Et moi, en réalité, j'ai besoin de créer quoi? Un flax de transaction. Alors, je vais faire... je vais créer un flax de transaction. Transaction flax égale. Alors pour le créer, je le crée à partir de stream Java 8 .generate generate flax alors ça c'est une histoire que j'ai oubliée. Presque 13 heures. Alors, generate, alors je vais revenir sur ça. Sur mon exemple. Les documents sont autorisés. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je cherche? Voilà, REST controller. Je vais faire quelque chose d'un peu... C'est la première fois que vous le faites. Donc, je vais utiliser, donc c'est flax, je vais faire flax from stream. Et stream.generate, c'est un peu l'inverse de ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais faire appel à flax.fromStream. Je vais générer à partir d'un stream, mais un stream qui est défini dans l'interface stream de Java 8. Generate, je vais générer un stream. Et dans Generate, je vais lui transmettre une expression lambda dans laquelle je spécifie l'objet que je vais générer à ce niveau-là. C'est-à-dire, donc, je vais mettre une fonction sans paramètre. Et là, je devrais normalement retourner quelque chose. En fait, ça, c'est pour le moment... qu'est-ce que je vais faire? Donc, voilà, je génère, je crée, et après, je vais retourner là, la transaction.
Alors, je vais créer une transaction. Alors, pour ne pas faire la même chose, donc je reviens à l'application. J'ai déjà fait ça. Je génère une transaction aléatoire, sauf que je ne vais pas l'enregistrer dans la base de données. Je fais ça. C'est-à-dire, je crée une transaction, l'instant c'est now, la société c'est la société qui est là, et le prix, je fais un nombre aléatoire, même chose. Je fais juste des trucs aléatoires, et après je vais retourner la transaction. Okay. Alors donc j'ai deux flags. Le premier c'est intervalle et le premier c'est transaction. Alors maintenant ce que je vais faire, je vais les combiner avec zip. Voilà, je vais retourner flags.zip. Return. Return c'est flags.zip. Alors zip en fait c'est un opérateur qui fait partie des opérateurs qu'on peut utiliser dans le Reactive Streams. Il faut lui donner deux flags si vous voulez, de publisher. Le premier c'est quoi? C'est intervalle. Et le deuxième c'est transaction. Transaction flags. Okay. Et je vais faire point subscribe. C'est pas point subscribe, point map. C'est-à-dire, je lui donne, en fait, zip, il y a deux entrées, il y a deux flags, mais je reçois, qu'est-ce que je fais en fait? Je reçois une donnée à partir de ce stream qui me vient chaque seconde, et l'autre stream, il me donne un objet, mais chaque seconde que je reçois là, donc je vais faire un map, je vais mapper, je vais transformer la donnée, sous forme de... Donc ça, c'est l'objet qui est revenu, il contient deux informations. Il contient le time, c'est-à-dire généré pour chaque seconde. Il contient une transaction. Ici, donc, data. Et moi, ce que je vais retourner return, c'est data.get. Alors, vous avez deux méthodes. Vous avez get T1, get T2. T1, il va vous retourner quoi? Il vous retourne un objet de l'intervalle. Et T2, il va vous retourner un objet de transaction. Alors, ce qui m'intéresse, moi, c'est T2, c'est-à-dire c'est les transactions. D'accord? Alors, seul problème qui reste maintenant, c'est quoi? C'est que ma méthode là, il doit retourner return. Il va retourner le résultat. C'est-à-dire que c'est un flags. Une fois qu'il est... voilà. Donc, vous voyez ici, donc, si vous faites return société, ok? Si vous faites société find ID, qu'est-ce qu'il vous retourne? Il vous retourne un mono de société, n'est-ce pas? Voilà. En fait, ce que je vais faire, c'est que je fais return ça, mais en réalité, je vais faire, au lieu de faire ça, subscribe, je vais utiliser un... Alors, si j'utilise map, ça veut dire que je vais faire la transformation, parce que donc je transforme l'objet que je vais retourner réellement, c'est quoi? C'est ça. Alors, et après, au lieu de... Si vous faites map, il va vous retourner un mono, mais moi, ce que je veux, je voudrais qu'il me retourne un flags. C'est pour cela qu'on va utiliser flap mini. Map mini. Alors si vous utilisez flap map mini, donc il va vous retourner au lieu de un mono, l'objet, il va le retourner en format flags. En quelque sorte, à la fin, ici, donc je ne vais rien retourner là à la fin, parce que moi ce que je retourne réellement, je lui dis, je vais retourner quoi? Je vais retourner found by ID, mais en réalité, c'est pas found by ID que je vais retourner. Je lui dis, donne-moi la société.
Une fois que la société arrive, je vais faire un flap many. Donc, je vais transformer le résultat. Au lieu d'un mono qui est retourné, je vais retourner un flax. Mais dans ce flax-là, qu'est-ce qu'il va retourner? Une fois que j'ai la société, il va retourner quoi? Il va retourner flax de zip. Il va retourner un flax de transactions. Donc, ça, je viens de créer un flux. Je génère un flux de transactions, mais d'une manière aléatoire. Donc, pour chaque seconde reçue de cet intervalle, il me génère automatiquement une transaction. Oui? Dans ce cas-là, on a mis, est-ce que ça veut dire que ça peut être plusieurs éléments? En réalité, parce que quand vous retournez vous avez un objet mono, et il est retourné de type mono. Mais après, vous voulez l'avoir sous forme d'un flax. Donc, il faut lui faire un map c'est-à-dire le transformer maintenant. Et moi, ce que je veux transformer son type. Et au lieu de mono, je vais mettre un flax. Mais en fait, flat map mini, en fait, il y a flat déjà. Il faut juste comprendre une chose. Flat, qu'est-ce qu'il fait? Flat, généralement, il prend, supposons que vous avez reçu un flux. Chaque élément du flux, c'est un tableau. Le premier élément, c'est un tableau. Le deuxième, c'est un tableau. Flat, qu'est-ce qu'il fait? Le premier tableau et le deuxième tableau, il va les lier. C'est-à-dire, finalement, il me retourne un seul. Pour ne pas avoir chaque élément, c'est un tableau. Donc, flat, il fait ça. Il fait un flat. Vous avez un flax qui contient de listes. Mais après, si vous faites flat, donc ça devient une seule liste. Et après, ici, pourquoi on va utiliser mini? Parce qu'en réalité, le résultat que je retourne, c'est un flax de transaction. Donc, c'est-à-dire, dans ce cas-là, c'est le type qui est concerné ici. Bon, ça, c'est de toute façon, c'est vrai que quand vous faites ce genre de code la première fois, quand même, il faut y penser la deuxième fois, la troisième fois. Mais après, au fur et à mesure, vous allez comprendre réellement comment. Mais ce qu'on fait là, ici, en réalité, je suis juste en train de simuler un stream qui va être envoyé en quel format? Parce que là, il faut encore faire quelque chose. C'est en text event stream, n'est-ce pas? Donc ici, je vais utiliser produces media type .text event stream value. Alors dans ce cas-là, on peut voir le résultat. Donc c'est. Alors là, il faut prendre ça. Les sociétés et après on va mettre SG par exemple. Alors si tout marche bien, vous allez voir cette fois-ci, c'est un peu différent parce que côté backend, il m'envoie le flux élément par élément. Je vois que pour chaque seconde, je reçois une donnée. Au fur et à mesure qu'il m'envoie les données, je les reçois. C'est clair? Alors, vous avez fait deux formats. Soit le format text event stream, généralement, c'est ce qu'on va utiliser pour les navigateurs. Parce que les navigateurs, ils utilisent text event stream, notamment quand on utilise server send event. Ou bien, vous pouvez utiliser, quand il s'agit, si vous voulez donner l'information à un autre microservice, on peut utiliser directement application JSON stream value. C'est quoi la différence? Regardez le format. Ça, vous recevez pour chaque ligne, c'est une chaîne de caractères qui contient data, de points et après l'objet. Et là, ce que vous voyez là, vous récupérez directement l'objet. JSON value. Voilà. Juste, il n'a pas démarré. Donc, vous voyez, pour chaque seconde, je reçois un objet JSON. C'est presque la même chose, sauf que l'autre, c'est text event stream. Ça, c'est JSON application JSON stream value. Alors ça, ce format-là, on ne l'utilise pas pour les navigateurs, parce si vous utilisez server send event, on va utiliser text event stream. Mais si vous utilisez plutôt, c'est un autre microservice qui veut créer un flux, une connexion sous forme d'un flux entre ce microservice, on va utiliser
ce format-là, c'est-à-dire application stream value. Ok. Alors pratiquement ici, donc là, après il faut le changer parce que pour le moment ce qui nous intéresse c'est text event stream. Parce que je vous rappelle que l'application qu'on va faire maintenant, bon, il reste la partie front-end. Alors vous allez voir ici donc pour la partie front-end, ça c'est ce qu'on va faire après. Pour la partie front-end, il y aura d'abord comment on va réutiliser juste Themeleaf. On aurait pu utiliser Angular, c'est encore mieux. Avec Angular, donc vous envoyez la requête, vous récupérez les données, vous les affichez, vous cliquez et vous faites la même chose donc, ici. Mais juste pour montrer également comment travailler avec Themeleaf côté backend pour générer donc, du HTML, je vais faire ça. Donc, je vais utiliser Themeleaf pour faire ce travail et après du JavaScript pour afficher donc, ce graphique. Ça ne va pas nous prendre beaucoup de temps, cette partie-là, mais en fait, on verra. Alors, dans ce cas-là, du moment qu'on va utiliser ça, donc on va utiliser, donc, c'est le format qu'on va utiliser, c'est text event stream. Vous voyez, donc, pour chaque ligne, c'est une chaîne de caractères qui contient le format, c'est ça, c'est data, deux points, et après l'objet. C'est bon? Donc, dans cette partie-là, donc, je viens de vous montrer comment utiliser l'essentiel de Spring Web Flux. Alors, vous avez créé l'API REST, vous avez fait tout ce qu'il faut, vous avez créé quelque chose de qui devrait être mieux en termes de performance. Parce que là, ce qu'on cherche maintenant, ce n'est pas l'aspect fonctionnel. L'aspect fonctionnel, on sait déjà le faire avec notamment Spring MVC classique. Alors maintenant, c'est plutôt la programmation réactive. Ça veut dire que logiquement, si j'ai une application qui est réactive de bout en bout, je vais gagner beaucoup en termes de performance. C'est ce que j'ai expliqué dans le cours de tout à l'heure. Questions? Parfait. Donc, on va prendre la pause à 14 h. Je vais terminer cette partie-là et je vous laisserai le temps de pratiquer vous-même ce mécanisme. D'accord? Bon appétit. Je sais que je vois que vous avez faim. Alors, on a encore demain, on va faire encore d'autres choses avec Ionic et il y a d'autres choses qu'on va faire.